Eh bien, je vous propose de reprendre nos travaux, si vous voulez bien, et de parler de plateformes de données. Monsieur Labrousse, bonjour. Installez-vous. Madame Laville, Monsieur Bacry. Allez, c'est parti. Le coup est parti. On a commencé. C'est très bien comme ça. C'est parfait. On va donc parler de plateformes de données et de la manière dont elles peuvent contribuer à l'accélération de la transition écologique. C'est toute l'ambition de nos intervenants. Mais je m'adapte. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Voilà. Alors, attendez, pour que je vous vois bien, je vais mettre là, regardez comme ça. Parce que sinon, je ne vous vois pas. Voilà, alors que je fasse les présentations. Grégory Labrousse, qui est à ma gauche, entrepreneur, innovateur, il a créé plusieurs sociétés. Et en 2017, vous avez notamment créé Namer, la société NAM avec un R majuscule. Et l'école polytechnique, derrière, possède une chaîne Namer sur le projet TrendX, consacré à l'intelligence artificielle et à la sobriété énergétique. À votre côté, Bettina Laville. Bettina Laville, vous êtes conseiller d'État honoraire. Vous avez été directrice du cabinet de plusieurs ministres. Vous avez été conseillère sur les questions d'environnement auprès de 2 premiers ministres et de François Mitterrand lorsqu'il était président de la République. Et vous êtes la présidente fondatrice du comité 21. Et Emmanuel Bacry, à votre gauche, directeur de recherche au CNRS, à l'Université Paris-Dauphine, directeur scientifique du Health Data Hub de l'État. Donc c'est une grande plateforme de données consacrée à la santé qui est en train de se mettre en place progressivement. Déjà, il y a des financements qui ont été décidés. Et vous êtes aussi directeur de projet Data Santé à l'École Polytechnique, ici même, et organisateur de la plus grande école d'été française sur l'intelligence artificielle. Et bien sûr, c'est à Polytechnique, évidemment, mais on s'en doutait. Alors, commençons avec vous, Grégory Labrousse, donc innovateur. Et alors vous, ça fait pas mal de temps que vous exercez vos talents d'entrepreneur. Le développement durable, pour vous, c'est pas une chose tout à fait nouvelle. Non, alors bonjour à tous. Non, pas du tout. En fait, non seulement c'est pas nouveau, parce que ma mère ou Bettina travaillent depuis 30 ans dans l'environnement, donc j'ai été bercé dans la bonne éducation. Mais j'ai vu tout de suite, depuis 15 ans, finalement, que dans l'environnement ou dans le développement durable, c'était finalement la plus grande économie du 21e siècle. Maintenant, on parle plutôt de SDGs en anglais ou d'objectifs de développement durable. Et c'est vrai que si on le regarde autrement, le développement durable, c'est dans un rapport qui a été remis au C40 dernièrement sur les mégapoles. C'est plus de 3,7 trilliards d'économies au service du logement abordable, au service du logement durable, au service de l'efficacité énergétique, de la mobilité. C'est un énorme enjeu, en fait, le développement durable, c'est de le reprendre, chacun des objectifs et d'essayer de le traduire économiquement avec les acteurs privés et publics. J'écoutais il y a 2 jours Frédéric Mazella, qui est dans la salle de Blablacar, fondateur de Blablacar, qui expliquait que, même pas les notes, tellement c'était intéressant, c'est que finalement la voiture coûte en France 220 milliards d'euros par an si on prend tous les chiffres, et qu'elle est restée au garage 96% du temps, 0,7% du temps dans les bouchons, 0,7% du temps à chercher une place. Et finalement, sur les 2,6% restants, avec un seul conducteur au volant, voilà finalement le coût de la voiture. Et si le patron d'Air France, tout d'un coup, découvrait que ces avions ne volaient que 2,6% du temps juste avec le pilote à bord, il y aurait un problème économique. Donc finalement, si on regarde juste cet exemple, 220 milliards, soit 10% du PIB, qui est utilisé un quart de 2,6% du temps, voilà un immense marché. Je prends un deuxième exemple de M. Jancovici ce matin, qui décrivait dans son carré parfait 9 enjeux à résoudre. La rénovation énergétique, c'est effectivement 500 000 logements à rénover, c'est l'immense enjeu de la précarité énergétique, c'est une réglementation thermique sur le logement individuel, sur les maisons individuelles, sur le décret tertiaire, mais c'est surtout un marché de 50 milliards d'euros par an, c'est des nouveaux business models pour les énergéticiens, ce sont tout l'emploi des artisans, la qualification des artisans avec le fameux RGE.
Et c'est ça la transition énergétique, c'est ça l'enjeu du développement durable. Un dernier exemple, en Hollande, l'innovation a été mise en place au service d'une rénovation massive de logements individuels avec une opération qui s'appelle Energy Sprong, où plus de 1 million de logements sont en cours de rénovation. Voilà, alors pour... Parce que, en fait, je vous pose une question et votre réponse, c'est waouh, attention, on parle de grands chiffres, là, vous me parlez de trilliards, vous me parlez de milliards. Donc ça, c'était pour nous placer un petit peu l'échelle des problèmes. Et on va arriver aux plateformes de données. Hein. Là-dessus, on va voir la relation entre ce problème gigantesque et les plateformes de données. Un petit mot de transition quand même sur les entreprises. Les entreprises, est-ce que vous avez l'impression que face à tous ces enjeux qu'elles connaissent bien, intimement, elles évoluent, elles ont conscience de cette problématique? Alors, je pense que les entreprises, elles ont parfaitement conscience de cette... Je pense que ce sont les vrais acteurs du changement. Et on assiste en ce moment à un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, elles consommaient, elles distribuaient des produits et elles avaient de mauvaises conséquences sur l'environnement. Elles les réparaient en disant avec des actions socialement et un peu de contraintes. Aujourd'hui, elles ont compris que c'est là où elles pêchaient, c'est là où il y avait une faille, que l'économie de demain était là. Une entreprise comme Sodexo, qui doit arriver à des circuits courts d'ici 2025, entre chaque point, chaque restaurant et, je sais pas, mettons un rayon de 5 km, va peut-être devenir l'acteur du circuit court dans le monde entier. Donc c'est finalement là où il y a un problème qu'elle doit se développer. Alors, on a besoin d'arriver à vos plateformes de données, là, parce que c'est le cœur de notre sujet. Quel rapport entre ces grands chiffres, ces entreprises qui commencent à avoir conscience, où est la donnée là-dedans et pourquoi est-ce qu'on a besoin de plateformes pour les gérer, maîtriser? À quoi est-ce qu'elles peuvent servir, ces données? Alors, prenons quelques exemples d'entreprises françaises. Si on dit que Total va devenir le leader de la transition énergétique, Leclerc, l'homme ou l'entreprise de la rénovation des circuits courts, il faut, pour réussir cette transition, il faut du politique pour encadrer cette transition. On a vu le RGPD qui encadrait les données personnelles. Il faut encadrer ces positions parce que si on laisse Carrefour ou Sodexo faire la transition alimentaire, c'est clair qu'en Afrique, il y aura des problèmes avec les champs. Donc il faut du politique pour encadrer. Deuxièmement, pour faire une révolution, pour faire une transition numérique, parce qu'avant tout, elle est aussi numérique, on est dans un monde de plateformes, il faut des données. Donc si, par exemple, Leclerc veut connaître tout d'un coup, veut faire des circuits courts, il faut qu'il connaisse le menu de chaque cantine scolaire, le nombre de personnes qui déjeunent dans les restaurants d'entreprise, le nombre de restaurants, la quantité produite dans chaque champ, l'empreinte écologique de chaque champ. Et à partir de ces données, il peut commencer à avoir la matière brute uniquement. Et on parlera, Emmanuel va décrire ce qu'à partir d'une matière brute, on peut créer une plateforme qui, tout d'un coup, est une plateforme, on peut créer une espèce de Bloomberg, à ce moment-là, qui est lisible pour un opérateur privé qui peut opérer sa transition. C'est clair. Donc, que si Bouygues connaît pour l'ensemble des parcelles, toutes les informations de la parcelle, est-ce qu'elle est constructive, celle d'à côté, est-ce que cette parcelle, elle est proche d'un certain nombre de mobilités, elle est agricole, on peut mettre du photovoltaïque, de l'éolien, que le métro passera à côté. Il a toutes les informations, à la fois pour mieux construire. La Banque des territoires peut mieux faire sa politique. Le politique a toutes les informations. Donc il faut des politiques, il faut des plateformes de données. Pour bien agir, pour agir dans le sens de cette transition écologique, de cette transition durable, on a besoin d'agir de façon locale, mais de façon extrêmement informée. Et cette connaissance locale extrêmement informée, il faut la réunir quelque part. Mais on va la réunir dans de très grandes plateformes qui vont agréger l'ensemble de ces données. Voilà, exactement. Avant de passer la parole à Emmanuel, effectivement, c'est plus que local. D'ailleurs, c'est local. D'ailleurs, c'est à la fois local et global. Hein. C'est à la fois local et global, mais d'ailleurs, dans les données, effectivement, tout l'enjeu des données, mais Emmanuel expliquera, c'est que c'est compliqué de traduire des données qui sont à une maille différente. Mais effectivement, la plateforme de données, elle doit être extrêmement locale. D'ailleurs, chaque donnée doit être à un point X, Y, Z. C'est-à-dire que si on a 250 informations sur un bâtiment,
il faut qu'elle soit rattachée à ce bâtiment, ce qui n'est pas évident du tout. Pour vous donner un exemple, une grande banque française n'est capable de géocoder que 12% de ses immeubles. Il est capable de dire j'ai 100 000 immeubles, c'est 100 000 adresses. Là, il va se tromper sur 60% des noms des adresses à cause des erreurs de rues, etc. Mais ensuite, il va être incapable de dire cette adresse, c'est tel bâtiment. Par exemple, quelle est ici, c'est quoi l'adresse d'ici? C'est un point XYZ, et le point XY de l'adresse de Polytechnique, il est peut-être à 1,2 km. Ensuite, de dire que le point de livraison de l'énergie de ce bâtiment qui est libéré par Enedis, il est rattaché à ce bâtiment, c'est encore plus dur. De dire que le gaz qui est consommé dans l'autre bâtiment qui est rattaché ici, c'est encore plus dur. De dire que le nombre d'élèves de Polytechnique, telle formation, voilà. Donc finalement, une plateforme de données, c'est de prendre un matériau brut, de rendre, de joindre, enfin, encore une fois, faire des liens finalement. Faire des liens, mais on va laisser Emmanuel. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on a ce résultat, on a une plateforme actionnable. Alors votre société, c'est quoi son rôle, Namer? Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de créer des plateformes dans différents domaines, avec des partenariats publics qui donnent des données, qui sont ouvertes en général, aériennes, satellites. Donc on est partenariat avec Airbus, avec la NASA, avec l'IGN, avec des entreprises comme le CEREMA, le CSTB, le BRGM, plein d'entreprises. Et bien évidemment, tout l'open data, qui est un mouvement dans 96 pays où on analyse des millions de fichiers de données. Et ensuite, ces données, on les retraite pour qu'elles se deviennent actionnables à la maille près. Et voilà. Et donc là, on a fait un très beau consortium avec Polytechnique, le Collège de France, l'ILB, le CEREMA, pour donner 250 informations sur chacun des établissements scolaires des Hauts-de-France, qui s'appelle TRISE, et qui est un programme innovant, exemplaire, voilà, qui est la première grosse plateforme qu'on fait. Et sinon, par exemple, pour un gros assureur, on va lui dire sur chacun des adresses quel est le risque d'inondation, quelle est la surface vitrée, est-ce qu'il y a un arbre, combien de feuilles d'arbres tombent en fonction de l'arbre qu'on a repéré avec les images satellites. Voilà. Ah oui, d'accord. Le nombre de feuilles d'arbres qui tombent, là, je suis bluffé. Là. C'est toujours, oui. Et l'essence de l'arbre, bien sûr. Et l'essence, bien sûr. Alors, continuons avec Emmanuel Bacri. On est au cœur là de gros mots tels que data science, intelligence artificielle, big data, plateforme de données. Vous voulez nous débrouiller un peu ça? Oui, alors on va peut-être commencer. Alors je commence par les fondamentaux. Data science, science des données, c'est comment est-ce qu'on extrait de l'information de masse de données. D'accord ? À partir d'algorithmes. Alors, pour donner des exemples, un peu pour rebondir sur les exemples que donnait Grégory, j'ai déjà une image aérienne de maison. Je vais dire à l'algorithme, ce toit, regarde, il y a un panneau solaire qui se trouve ici. Ce toit-là, il n'y a pas de panneau solaire. Celui-là, il y a un panneau solaire. Je fais ça pour des milliers de maisons. Et ensuite, je vais lui montrer le toit d'une maison. Je vais lui dire, à toi de trouver s'il y a un panneau solaire, me dire où est-ce qu'il est, ou s'il n'y a pas de panneau solaire. Donc ça, typiquement, c'est des algorithmes de sciences des données. On parlait des surfaces vitrées. Alors là, sans image, simplement à partir des caractéristiques d'un bâtiment, la date de construction, sa localisation, est-ce que c'est dans une ville, pas une ville, etc. On peut essayer d'inférer effectivement quelle est la surface vitrée du bâtiment, en ayant évidemment des exemples sur lesquels on a réussi à obtenir cette surface vitrée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle il y a un jargon, c'est des algorithmes supervisés. C'est-à-dire qu'en fait, on donne des exemples à l'ordinateur de ce qu'il doit faire. Et effectivement, il fait ces choses-là. Ça, c'est quelque chose qui a pris une très grande ampleur ces dernières années. Je pense que vous en avez tous entendu parler, sciences des données. Et notamment par les partenariats académiques industriels. La recherche est faite conjointement par des milieux académiques et des milieux industriels et des collaborations entre les deux. Ça, c'est très important et très interdisciplinaire. Ça, c'est aussi très important. Alors, autour de ça, il y a d'autres mots. Il y a Big Data. Big Data, c'est la même chose, mais quand on fait ça sur des énormes quantités de données. Intelligence artificielle, c'est un peu interchangeable tous ces mots. C'est un jargon de com qui change un petit peu au gré des modes. Mais bon, aujourd'hui, alors intelligence artificielle, il y a beaucoup l'utilisent exclusivement pour certains types d'algorithmes dont on parle beaucoup, qui sont les deep learning, les réseaux de neurones, apprentissage profond, qui sont une certaine catégorie d'algorithmes qui sont particulièrement performants dans les reconnaissances d'images. C'est ce qui reconnaît les chats sur Internet. Là, tous les chats, il y a 200 millions de dollars qui ont été investis par Google, je pense, sur la reconnaissance de chats. Je pense qu'il y a des centaines de millions qui sont investis sur ce genre de choses. Il faudrait un peu recadrer ça, je pense, sur ces investissements-là. Donc ça, c'est vraiment des algorithmes extrêmement importants.
Alors, on ne peut pas parler d'IA, surtout aujourd'hui, sans parler quand même un tout petit peu de l'impact aussi quand même de ces calculs-là, enfin des impacts écologiques sur ça. C'est-à-dire qu'on sait très bien que tous ces clouds de calcul, il y a énormément de calculs qui sont faits, ça produit, il y a un impact carbone qui est extrêmement fort. Donc ça aussi, il y a quand même une sonnette d'alarme à tirer là-dessus en disant il faut organiser ces clouds, il faut essayer d'optimiser ce qu'on pourrait appeler cette supply chain numérique. Sachant que c'est aujourd'hui, par exemple, je crois que dans un an, on prévoit que c'est 80% du trafic Internet, ça va être du streaming. Donc le coût, en fait, l'impact énergétique du streaming est absolument quelque chose de très violent. Donc il faut maîtriser ça. Il ne faut surtout pas dire non à l'IA, parce que ça va nous apporter énormément de choses, et notamment dans cette transition énergétique et écologique. Mais par contre, il faut aussi réguler l'IA, c'est quelque chose de très important. Voilà pour les... Alors le lien, parce que vous n'avez pas utilisé le mot plateforme de données. Alors tout ça c'est de la data science, vous avez de l'intelligence artificielle. Finalement, vous récupérez des données publiques, privées, des données soit structurées, vous savez exactement, elles sont dans des tableaux Excel, vous savez exactement ce qu'il y a en ordonnée, en abscisse, ou alors c'est des données complètement déstructurées, vous mettez tout ça dans des plateformes et vous établissez des liens, et avec tout ça, on réussit à sortir de l'information qui peut être utile, valorisée. Alors, avant de parler de plateforme de données, je vais parler de données. Allons-y. Alors, on a toujours l'impression, qui n'est pas tout à fait fausse, de dire qu'il faut avoir un maximum de données et c'est grâce à ça qu'on va réussir à faire des choses. Alors, il faut faire attention, il n'y a pas que la quantité des données, il y a la qualité des données qui est extrêmement importante. Je vais vous donner juste un exemple. Donc, moi, je travaille beaucoup en santé, comme vous l'avez expliqué. En France, on a un bijou, on a une base de données qui est un véritable bijou. Il est dans votre poche, c'est la carte vitale que vous avez. C'est-à-dire que ça, en fait, ça nous fait une base de données absolument unique au monde, la base de données des cartes vitales, puisqu'il y a 66 millions de personnes qui l'ont. Et donc, tous les remboursements... Ce n'est pas une base de données santé, c'est une base de données de remboursement de soins. Mais on déduit des événements santé à partir de cette base de données, bien sûr. D'accord ? Et ça, c'est des bases de données extrêmement riches sur lesquelles on peut faire beaucoup de choses. Donc, et qui sont uniques parce qu'on a 66 millions de personnes. Si vous regardez les bases de données équivalentes américaines, c'est les grosses mutuelles américaines, c'est 8 millions de personnes. Donc, c'est un ordre de grandeur en dessous. Mais la chose que je voulais souligner, ça c'est la quantité, d'accord, c'est bien, on a presque 10 fois plus en France, mais il y a autre chose, c'est que quand vous regardez de près les données américaines, les 8 millions de personnes, c'est des gens qui sont jeunes, riches et en bonne santé. Donc si vous partez de données qui sont de gens jeunes, riches, en bonne santé, qu'est-ce que vous voulez déduire sur la santé des gens qui sont vieux, pauvres et en mauvaise santé ? Rien. Donc ça, c'est la qualité des données. Le biais dans les données, c'est quelque chose qui est absolument fondamental et sur lequel il faut vraiment travailler. Donc, c'est pas que la quantité. Notamment, Google a essayé de prédire comment le virus de la grippe, il y avait Google Flu. Il y a des choses qui ont changé, effectivement, avec Obamacare. Mais donc Google a essayé de prédire où est-ce qu'allait aller le virus de la grippe. Et en fait, ils ont des masses de données. Google, on considère toujours que c'est eux qui ont toutes les données du monde. Ils se sont lamentablement plantés parce que leurs données étaient fondamentalement biaisées. Donc ça, c'est important. Alors une fois qu'on a effectivement ces données au minimum biaisées, alors évidemment, alors là, il faut faire des plateformes pour essayer de réunir le maximum de données. Donc ça, c'est ce qu'on fait effectivement avec l'État dans le hub de données de santé. Parce qu'on va associer ces données de la carte vitale avec les données génomiques, avec les données de radio, d'IMR, etc. Et on va tout mettre ça et on va chaîner. Et là, vous décuplez la puissance des données. Pour terminer sur ces exemples santé, si on arrive... Et je vais revenir sur les données écologiques, ne t'inquiète pas. Mais je termine parce que je pense que c'est très parlant pour les gens de parler santé. Et ensuite, je fais le parallèle avec l'écologie. Si on arrive à... ne serait-ce que, alors je dis que entre guillemets parce que c'est beaucoup déjà, cette base de la carte vitale, si on la lie avec la base de la PHP, si on ne fait que ça, c'est-à-dire qu'on arrive à dire cette personne-là, on la reconnaît ici et on prend tout le parcours de soins à la PHP. Si on fait juste ça, c'est simple, on a la plus belle base de données santé au monde. Alors peut-être pas, on ne sait pas très bien ce qu'il y a en Asie, mais en dehors de l'Asie. Tout le monde va venir travailler en France, c'est quelque chose de fondamental. Donc c'est des enjeux qui sont énormes. Et en écologie, sur les plateformes écologiques, c'est exactement les mêmes genres d'enjeux qu'il y a. Si on arrive à récupérer les données, sauf qu'il n'y a pas encore de plateforme, mais il n'y a pas encore la plateforme française de santé non plus. Surtout qu'en Europe, on est les seuls à avoir 5000 ans d'histoire. À l'époque, en 1700, on a Légifrance, où il y a plein d'informations depuis 1530. En 1530, les États-Unis n'existaient même pas. Donc, absolument, on a des données sur l'agriculture depuis 2000 ans, qui sont même en PDF. Mais... Donc, si on arrive à récupérer toutes ces données, alors les données, ça veut dire quoi ? C'est des images aériennes,
c'est des données météo. Il y a énormément de granularités différentes. Hein. C'est des données est-ce qu'il y a une piscine ou pas dans ce jardin. C'est des données de consommation énergétique. C'est des données d'isolation. Alors, la grande difficulté, c'est qu'une fois... Alors, c'est récupérer toutes ces données-là. Et ensuite, la grande difficulté, c'est la jointure. En santé, c'est en général plus facile. On a genre un numéro de sécurité sociale et on arrive à joindre. Sur les plateformes de données écologiques, ça va être plus compliqué parce qu'en fait, il y a un problème de est-ce qu'on parle à la même granularité ou pas? Est-ce qu'on parle du même bâtiment? Parce qu'évidemment, les données sont un peu fausses. Donc, en fait, on a un bâtiment qui est un peu à côté, mais peut-être que c'est le même, et ainsi de suite. Donc, il y a un vrai enjeu d'arriver à joindre à ces bases de données. Si on arrive à les joindre, à ce moment-là, la plateforme est actionnable. Et comme pour la santé, ça décuple cette possibilité d'action. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout d'un coup capable de dire ah ben ce bâtiment, on sait parfaitement quelle est son exposition, comment sont ses toits, est-ce qu'il y a un panneau solaire, est-ce que c'est associé à un jardin, est-ce qu'il y a des arbres autour, est-ce qu'il y a une piscine, comment c'est isolé, quelle est la surface vitrée, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez dire donne-moi tous les bâtiments de France qui ont, et puis vous mettez toutes les caractéristiques qui sont importantes pour la pose. Pour sélectionner des poses de panneaux solaires. On va pouvoir faire des choses extrêmement fines finalement. On va pouvoir faire à une très grande échelle des choses extrêmement fines. Et dans le monde entier. On peut massifier des choses extrêmement fines, donc faire des requêtes extrêmement complexes. Alors, OK. Je précise juste une chose par rapport à Polytechnique, parce que tout ça n'aurait pas été faisable, sincèrement, ce que l'a dit Emmanuel, sans toutes les disciplines de Polytechnique. Et ce n'est pas que la science des données, c'est comment lire un fichier d'urbanisme, quelles sont les sciences sociales sur la démographie. Lorsqu'on lit un fichier de l'INSEE, c'est les travaux de Philippe Robinski sur les données, pas que météo, mais sur les données captées par les satellites. C'est hyper dur de savoir les lire. Le fichier Excel, faut s'y connaître en fait. On parle de fichier Excel, il faudrait arrêter de parler de fichier Excel. Je ne sais pas si c'est Excel ou je ne sais pas. C'est pour se faire comprendre. Alors, la plateforme santé, la Hub Data Santé de l'État n'existe pas encore, mais il y a quand même un budget, elle va avoir lieu, elle va se créer. C'est vous qui vous en occupez en grande partie. C'est combien de millions? C'est quoi exactement? Alors, c'est dans la loi santé qui est en lecture au Sénat. Juste pour avoir une idée de ce que c'est qu'une plateforme finalement. C'est combien d'argent et c'est combien de la plateforme de santé a le devoir normalement de collecter toutes les données santé en France, en gros, issues du remboursement de la solidarité, de leur assurance maladie. Donc c'est en gros tout, puisqu'on rembourse, on est quand même un pays assez unique, on rembourse tout en France à peu près. Donc c'est beaucoup de données. Combien? Alors le budget c'est 80 millions d'euros sur 4 ans, mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup par rapport à quoi? C'est beaucoup en soi, mais c'est pas beaucoup parce que par rapport à l'ambition. Par rapport à l'ambition, bien sûr. Il faudrait investir beaucoup plus, mais c'est quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut quand même faire beaucoup de choses. Donc je ne vais pas non plus me plaindre. On pourrait faire mieux. Voilà. Donc moi je suis juste directeur scientifique. C'est pas moi qui dirige le hub, mais je suis directeur. Et en scientifique. PETA, c'est quoi là? Alors en PETA, PETA-octet. Donc c'est en PETA-octet, c'est au-dessus du Tera. On a giga. giga. En général, les gens savent giga parce que giga, vos disques durs parlent en giga. Tera, c'est 1000 gigas et 1000 Tera, c'est un péta. Puis ensuite, il y a des états, je crois. 1 million de gigas. Voilà. Et alors, en péta, ça peut atteindre des chiffres absolument astronomiques parce que, notamment, quand on parle de plateforme de données de santé, il y a les génomes. Alors, dès que vous mettez du génome, je sais pas, c'est des centaines de pétas jusqu'à des 10, je sais pas, ou peut-être 10 000 pétas, je sais pas, de 100 à 10 000 pétas, je sais pas. Toute l'imagerie, tout le génome, c'est juste monstrueux, oui. D'accord, ça va concerner monstrueux. Et alors, c'est quoi? C'est des serveurs réunis à un endroit Pas forcément. Non, c'est pas forcément là. Ça peut être distribué. C'est des capacités que vous pouvez acheter, que vous pouvez louer, etc. Ou vous allez avoir du hardware quelque part? Ça, c'est encore à décider. La plateforme est en construction, donc c'est pas encore des choses qui sont. Donc ça peut être relativement diffus, si je peux dire. Ça peut être diffus, ça peut être des données qui sont même hébergées par les hôpitaux et à la demande qui sont réquisitionnées pour former des cohortes. Donc la plateforme peut être relativement virtuelle, si je puis dire. Absolument, oui. D'accord, on peut aller récupérer les données au moment. Par contre, pour la santé, contrairement à la plateforme écologique qui est faite que de données ouvertes, c'est-à-dire qui sont non individuelles, la plateforme de données de santé, elle est foncièrement faite de données individuelles. Donc ça veut dire c'est une bulle où il n'y a aucune donnée qui sort. D'accord. Alors à votre côté se trouve juridiquement Bettina Laville. excessivement encadré.
Alors, à votre côté se trouve Bettina Laville. Bettina Laville, vous avez coordonné la conférence de Rio en 1992. C'était la première grande conférence sur l'état de la planète. Vous avez assisté à toutes les COP. Est-ce que vous avez l'impression que les consciences, j'espère que la réponse est oui quand même, que les consciences ont évolué là depuis tout ce temps-là? La situation a évolué aussi, donc j'espère que les consciences ont accompagné l'aggravation de la situation. Si j'étais ironique, je dirais « et vous, monsieur ?» quand même, parce que je crois que tout le monde, Dieu merci, a le sentiment aujourd'hui que les consciences évoluent. Bon. Alors moi, je ne suis pas spécialiste comment dirais-je, enfin je le deviens entre deux, hein, je veux dire, c'est clair. Mais ce que je voudrais dire, d'abord je voudrais dire quelque chose, c'est que je suis ravie d'être là, ce 225e anniversaire, parce que figurez-vous que j'ai appris récemment que moi, j'ai fait une école qui jamais ne vivrait son 100e anniversaire, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, le président Macron l'a dit récemment. Donc moi qui m'accrochais à vivre jusqu'en 2046, je suis très détendue. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que effectivement, j'ai un certain nombre de fonctions dans l'État et je suis très contente que l'X s'empare. Bon, alors il y a c'est pas la première fois, hein, il y a eu des numéros, il y a eu un grand numéro de la jaune, etc., du développement durable, parce que autant où effectivement j'avais des fonctions de cabinet auprès du président de la République et même pendant le Grenelle, c'est vrai qu'il y a eu dans les milieux, avec de grandes exceptions, Marion Guillou en est une, il y en a plein d'autres. Moi, je voudrais rendre hommage à deux personnes, Yves Martin, qui est décédé, mais moi qui m'a tout appris. Si, par exemple, nous avions mieux écouté ce que Yves Martin disait dans les années 90-95, eh bien, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus de problème de taxe carbone, je veux dire, aujourd'hui, vraiment. Et d'autre part, je voudrais rendre hommage, alors Dieu merci, elle est vivante et bien parmi nous, j'espère qu'elle est là aujourd'hui, à Dominique Dron, qui est vraiment une personne, une polytechnicienne qui a fait dans l'État un chemin de pédagogie du développement durable. Et finalement, les hauts fonctionnaires, les polytechniciens, à un moment donné, on était un peu seuls. Alors oui, ça change. Et ça change, à mon avis, avec, si vous voulez, deux piliers très importants. On a entendu ce matin toutes sortes d'experts nous donner des dates qui sont finalement complètement affolantes. Il faut arriver à la neutralité carbone. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ne sont pas d'accord entre 2040 et 2050. Ils disent qu'il faudrait y arriver. Donc, de toute façon, il faudrait y arriver, etc. Il y a un mouvement depuis 3 ans extrêmement fort que j'appelle apocalyptique, qui est un mouvement qui dit « nous sommes dans l'effondrement », je veux dire très très clairement. Et il y a aussi un autre mouvement, en particulier d'ailleurs d'un certain nombre de gens autour de l'intelligence artificielle, je ne dirai pas de nom, des gens par exemple qui écrivent dans l'Express, qui disent eh bien la technique nous sauvera de tout, nous on est très en retard, la Chine a tout, nous on ne fait pas grand-chose, etc. Voilà. Eh bien je crois que les deux sont vrais et que ce qui me passionne dans ce domaine que j'ai découvert avec vous deux, c'est que il faut absolument que les consciences changent maintenant très très vite. Et moi, je suis ravie que les jeunes, alors peu importe les moyens, il y a des grèves, il y a des marches, etc. Mais ça veut dire que la conscience est là. Et donc que les comportements, que du coup, ce mouvement de révolte qui consiste à dire, vous, les politiques, agissez plus vite, parce que c'est quand même sur nous que ça va arriver. Je veux dire, moi, je suis mélancolique parce que, voilà, j'ai commencé d'évangéliser un peu à la trentaine, et puis je vais voir des phénomènes que dans les années 90, je pensais même pas que mes enfants verraient. Je me disais que ça serait peut-être mes petits-enfants. Et je vais les voir, si Dieu me prête encore un peu de vie, ce sur quoi je compte. Voilà. Mais si vous voulez, manifestement, il y a une conscience des jeunes, et la conscience des jeunes, elle doit se transformer en comportement. Vous savez, il y a une loi des sciences sociales. Alors, vous savez, je suis à l'X, donc je sais bien que les sciences sociales ne sont pas des sciences exactes. Mais il y a une loi de sciences sociales qui dit que lorsqu'une société est convaincue
de la nécessité d'un changement à 25%, eh bien c'est le levier qui fait que la société peut vraiment basculer et changer. Je crois que nous sommes proches de ce 25% et je crois qu'il y a encore 10 ans, nous étions à 5%. Donc là aussi, il y a une accélération. Et moi, ce que je voudrais dire à tous les gens qui parlent d'apocalypse, etc., c'est que l'accélération, elle est dans les deux sens. Elle est à la fois, si vous voulez, dans l'accélération épouvantable des phénomènes, manifestement l'accélération des phénomènes climatiques, de perte de biodiversité, etc. Mais elle peut être aussi dans l'accélération des comportements. Et il y a l'autre pied, qui est le pied technique. Alors là aussi, il y a deux écoles. La technique, ou bien c'est absolument épouvantable et il y a toute une tradition écologique qui critique beaucoup la technique, Jacques Ellul, etc. Enfin, Gortz, il y en a beaucoup d'autres. Illich, pour citer des grands noms de 68. Et puis, il y a évidemment aussi, et ça a été la fierté d'écoles comme Polytechnique, des gens qui pensent que par la science et la technique, alors ils pensaient avant, tout comme Descartes, qu'on pouvait dominer le monde. Le problème, c'est qu'il faut non pas dominer le monde avec la science et la technique, mais réparer le monde. Et moi, ce qui me passionne dans ce que vous deux vous avez présenté, c'est que une science et une technique, parce que c'est les deux, comme l'intelligence artificielle, si vous voulez, accélère extraordinairement la transition énergétique. Regardez les atermoiements de l'État. L'État lance de grands programmes. L'État essaye, Jean Tirole en a parlé et d'autres experts ce matin, l'État essaye de faire de la fiscalité. Boum, ça ne marche pas tout le temps. L'État, après, essaye de faire des incitations comportementales. Ça, franchement, ça ne marche pas. On nous a raconté que les banques traitaient les incitations financières par des prêts à la consommation, etc., etc. Bon, là, le temps presse tellement, moi je suis tout sauf apocalyptique, mais le temps presse tellement qu'il faut totalement réunir nos moyens, réunir les moyens comment dirais-je, sociologiques sur les comportements, etc., et réunir les moyens techniques. Et c'est ça qu'offrent ces fameuses plateformes. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, comme on fait par exemple, prenons les bâtiments pour un permis de construire, un permis de construire de grands bâtiments, quand vous comptez en plus les contentieux, etc., ça peut durer une dizaine d'années. Là, vous pouvez avoir... moi, je sais que, par exemple, Grégory travaille sur un programme qui a été initié par le ministère de la Transition écologique et de l'ADEME sur les bâtiments scolaires dans le Nord. Eh bien, toutes les données peuvent être à la disposition des gens qui vont faire les travaux en 1 an et demi. Et ça, c'est absolument fabuleux. C'est bien ça ? Mais voilà, j'avais peur de dire une bêtise sous le contrôle de gens savants sur les plateformes, ce qu'encore je ne suis pas. Et ça, j'ai découvert cela, moi, et je trouve ça absolument enthousiasmant parce que toutes ces connaissances sont mises à la disposition, non pas du fameux « dominer la nature », mais de ce qu'il faut avoir aujourd'hui comme priorité, c'est-à-dire le changement de modèle. Alors, vous savez, le changement de modèle, tout le monde en parle et on a quand même un peu de mal à le faire. Ce changement de modèle, il ne doit pas être à la fin du siècle, il doit être évidemment dans les 10-15 ans à venir. C'est un défi absolument extraordinaire. Alors, on a deux questions là, de la salle. Est-ce que vous auriez... Ah oui, il y a une suggestion qui vous est faite. Est-ce qu'il ne faudrait pas un code unique pour les bâtiments, comme il existe un code barre pour les produits, ou comme il existe un code de sécurité sociale pour les individus? Ça vous aiderait, là, quand même, non? Alors je vais vous répondre. La base de données, le RCS des copropriétés, c'est en cours, ça fait 2 ans et demi. Pour les logements sociaux, la totalité des logements sociaux ont un code barre. La totalité de chaque logement dans les bâtiments sociaux ont un identifiant. Donc finalement, on est à 2 ans d'avoir sur les 65 millions de... C'est en train de se faire. Voilà. Il faut rajouter le fait quand même, c'est pas que les bâtiments, il faut rajouter des codes effectivement sur les parcelles. Les parcelles, le toit, il faut sur les voies, il faut voilà, il y a tout un niveau de granularité qui est, enfin, il faut pas se restreindre. J'imagine bien. On vous demande un exemple d'application concrète
permettant de rentabiliser l'investissement sur la plateforme de santé, ou d'ailleurs de santé, ou bien de la plateforme écologique, hein. Alors, Rapidement, avant que... très rapidement, moi je peux vous dire mon expérience. Donc là, je ne parle pas de la plateforme qui n'existe pas encore. Donc si vous voulez quelque chose de concret, donc la plateforme n'existe pas encore, donc je ne peux pas être concret là-dessus. Par contre, je peux vous donner une expérience. Moi, on a un partenariat entre Polytechnique et la Caisse nationale d'assurance maladie qui gère cette base de données dont je vous parle de la carte vitale. Donc c'est un groupe de 8-10 personnes à temps plein qui ne font que travailler là-dessus. Et on travaille sur des algorithmes qui sont capables maintenant, ça y est, on commence à avoir des résultats, à faire des dépistages automatiques de médicaments qui sont sur le marché avec des effets secondaires néfastes. Alors pour l'instant, qu'on commence à être capable de faire, donc là je vous dis très concrètement ce qu'on fait, on a 400 médicaments, on a une cohorte, c'est les gens de plus de 65 ans, et on cherche quels sont les médicaments parmi ces 400-là qui augmentent le risque de chute dans cette cohorte-là. D'accord ? Et on a des algorithmes qui, en une passe, sont capables de mettre des coups de projecteur sur des médicaments qu'il faut aller regarder de plus près. Là où, normalement, vous connaissez tous l'histoire du médiateur, vous posez une question à des experts, est-ce que le médiateur augmente le risque de mortalité des gens ? Les experts se réunissent, définissent qu'est-ce que ça veut dire être exposé au médiateur, etc. Vous avez une pipeline de 6 mois, avec des algorithmes très précis, mais vous avez une pipeline de 6 mois pour répondre à une question par un oui ou un non avec une barre d'erreur. Ici, vous avez une sorte de screening extrêmement rapide sur 400 médicaments, un effet secondaire, et ensuite, évidemment, il faut aller voir plus précis. Voilà une application. Alors, moi c'est moins sexy, ça porte sur, j'appelle l'exemple les pignons nord. On identifie à partir d'imagerie aérienne et satellites et d'autres fichiers tous les murs d'écoles qui sont en façade nord, accessibles par l'extérieur du bâtiment, donc pas par la cour du bâtiment, qui est dans un bâtiment énergivore, qui est dans une date de construction dans un laps de temps, avec le même isolant qui a été installé à l'époque. Donc finalement, si on prend tous ces bâtiments dans un rayon de 50 km, on peut faire des travaux en période scolaire, alors qu'en général, les travaux se font pendant les vacances, par la même équipe, avec le même isolant. Donc finalement, on arrive à 42% de réduction, et ça intéresse la Banque des Territoires qui est le financier de ça, ça intéresse le Crédit Agricole qui va être le financier local au court terme, ça intéresse un Bouygues ou un Eiffage, ça intéresse l'artisan. Et le Graal, c'est que ça permet de faire avec un énergéticien ce qu'on appelle un untracting, c'est-à-dire d'éviter l'appel d'offres parce qu'on regroupe les bâtiments. Et ça répond à la promesse de Nicolas. Et lorsqu'on parle de ces plateformes à Bédina, elle nous dit qu'il faut en faire une pour la biodiversité, pour le littoral. C'est ça ce que tu m'as demandé, pour la biodiversité. Plateforme thématique. Oui, Bédina me demande pour la biodiversité, pour le littoral, pour la résilience. Non, la dernière fois c'était sur la... Non, mais moi je te demande pour le vin, pour la vigne. Ah oui. Non, mais tu m'as demandé aussi pour la résilience ou pour L'adaptation. l'adaptabilité, Ah, ça, sur c'est-à-dire le next step, l'adaptation, c'est-à-dire l'adaptabilité. Si on fait la vigne, autant faire toute l'agriculture. Ah non, mais la vigne, c'est extraordinaire. Non, mais Parce toute que, je veux l'agriculture, dire, on peut mettre toute l'agriculture oui, dedans. enfin, moi je prends la vigne. Hein, c'est Je comme vois ça. Voilà. La vigne, c'est à quel point le secteur économique de la vigne est atteint par le changement climatique. Avec les données satellites, vous pouvez regarder depuis une dizaine d'années à quel point c'est impacté, à quel point il faudrait, selon les différents sols, etc., remonter en fait certaines plantations par rapport à certaines espèces, etc. Et ça, moi je peux vous dire que les grands vignerons, et en particulier d'ailleurs en Bourgogne, ils ont parfaitement compris ça et ils commencent à travailler là-dessus. Acheter des terres plus au nord. Juste une remarque, parce qu'on parle santé, on parle écologie, mais on peut faire un lien quand même aussi. Oui, parce que Imaginons qu'on ait une plateforme exhaustive de données de santé, une plateforme exhaustive écologique, vous imaginez facilement, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler, on peut dire que des finalement, applications de cette mise en commun de ces deux plateformes. Surtout si on en fait une sur le vin et toi sur la santé, on peut Non, trouver... mais il y a une meilleure phrase finalement. Il y a d'un côté la santé de l'homme et d'un côté la santé de la terre. Enfin, on peut dire ça. Et puis moi, je voulais faire un petit coup de gueule. C'est que en France, on a un problème de souveraineté de ces données et qu'aujourd'hui, la plupart des applications, la plupart des plateformes, c'est Google Solar, que c'est Google Dataset, que ça va être bientôt Google Assurance, que ça va être Google Rénovation. Et que c'est un scandale que l'État français, que les universitaires, que les citoyens ne considèrent pas que ces données, ce sont les données des citoyens, ce ne sont pas leurs données personnelles, mais c'est les données des maisons qu'ils ont habitées, ce sont les données des jardins, des parcelles, etc. Ça fait 300, 400, 500 ans de données qu'on a.
et qu'on ne peut pas laisser ça au... La gouvernance des données, c'est la meilleure réponse, c'est le meilleur contre-pouvoir qu'on peut donner aux GAFA, je pense. Bon, avec ces plateformes de données, vous voyez quelle puissance on obtient. Il faut d'énormes stockages, beaucoup de puissance d'analyse avec de l'intelligence artificielle et transformer toutes ces données en informations utiles. Et on a bien compris que vous militiez activement les uns et les autres pour qu'une telle plateforme puisse voir le jour dans le domaine du développement durable. Merci infiniment Emmanuel Bacri, Bettine Alaville et Monsieur Labrousse, Grégory Labrousse.